Ce que je vous propose du coup, puisqu'il est déjà 17h33, c'est de commencer cette session qui porte sur l'investissement à impact. C'est un petit peu le raccourci sur le sujet, mais préalablement de laisser la parole au président délégué du CIAN, M. Étienne Géros. Alors, je vais m'asseoir, ce sera mieux à côté de toi. Voilà, la caméra va me prendre. Bien, bonjour à tous, en digital et en présentiel. Ça change, on en a perdu un peu d'habitude. Donc, c'est la première réussite de cette soirée, c'est qu'on se retrouve. Ensuite, je vais m'adresser à vous en tant que président délégué du CIAN. Pour ceux qui ne connaissent pas le CIAN, et notamment, on a beaucoup de monde à l'extérieur, c'est une organisation qui représente le secteur privé français des entreprises investies en Afrique. Et vous savez que le continent est très important pour les entreprises françaises, puisque nous réalisons 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le continent. Et donc, nous sommes là pour faire à la fois la promotion de l'Afrique, la promotion des entreprises et défendre les intérêts des sociétés et des groupes. Voilà. Alors, je suis très heureux de vous accueillir et d'introduire ce sujet, que je te laisserai introduire sur le fond, simplement pour dire que vous allez parler des investissements à impact et dans les infrastructures. Alors, il y a une chose sur les infrastructures qui est très importante pour nous, c'est que j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 clés, parmi beaucoup d'autres, qui sont absolument essentielles pour le développement de l'Afrique. Je ne sais plus d'ailleurs si on a le droit de dire le développement de l'Afrique maintenant. En tout cas, il y a 3 clés importantes qui sont, à mes yeux, la gouvernance, la formation et les infrastructures. Et je suis de ceux qui passent mon temps à répéter que les startups, le digital, l'économie nouvelle, c'est très bien, mais si on n'a pas l'électricité, s'il y a des ruptures d'eau, ou s'il n'y a pas l'eau, et si on ne peut pas circuler, s'il n'y a pas un peu de facilité pour circuler entre les pays, pour agrandir la taille des marchés et faire l'intégration régionale, on pourra faire toutes les startups qu'on veut et tout le digital qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, les infrastructures, oui, donc très bon choix d'avoir mis ce secteur-là. Deuxièmement, investissement à impact. Moi, je crois aussi une autre chose, c'est que toute entreprise, et notamment les entreprises du CIAN, quand elles investissent, même si elles ne le disent pas, même si ce n'est pas dans les créneaux de la RSE, elles font de l'impact, puisque tout investissement génère de l'emploi, génère des salaires, on paye des impôts et on fait marcher, on rend un service aux clients, donc aux populations, et on fait marcher l'écosystème puisqu'on est intégré dans un écosystème. Et donc, cette notion d'investissement à l'impact, elle mérite, à mon avis, soit d'être élargie, soit d'être précisée, parce que je crois qu'un peu comme M. Jourdain, on en fait tout le temps sans savoir. Donc, ce n'est pas parce que, dans un phénomène un petit peu à la mode, on prône l'investissement à l'impact que des investisseurs ne devraient pas l'en faire, parce qu'ils seraient limités, ils diraient, mais est-ce que c'est un impact, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, tout investissement est au fond quand même, à la fin de la journée, un impact. Donc, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt vos débats, puisqu'on va clarifier ces questions d'investissement à impact d'une part et d'infrastructure d'autre part. Donc, je vous remercie d'être là. Et je remercie surtout les orateurs d'être avec nous et Pierre Samuel d'avoir organisé ça avec Sandrine. Parce que, alors ça, c'est le seul petit ennui de la nouveauté de ces événements hybrides, c'est que c'est très, très compliqué. Et donc, je vous demande votre bienveillance. Voilà, bonne soirée. Merci, cher Étienne. Et tu as tout à fait raison de préciser que toute la notion de l'impact est portée à la fois par les investisseurs, mais aussi par les opérateurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons, dans le cadre de ce panel, 2 opérateurs économiques qui sont des investisseurs, ainsi que 3 représentants d'institutions travaillant dans l'investissement. Donc ça, c'est vraiment pas neutre. Donc bonjour, voilà, je suis Pierre Samuel Guel, je dirige le cabinet Affection Mutuandi, un cabinet conseil en RSE avec une spécialisation Afrique, ainsi que le média Africa Mutuandi, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Et puis, j'ai l'honneur de présider la commission RSE et ODD, donc impact finalement du CIAN. Et nous avons fait le choix de cette session, de cette réunion, parce que l'impact est devenu un petit peu le mot-clé porté par tous et par tout le monde, et c'est bien et c'est mieux. Parce qu'en effet, comme l'a très bien dit Étienne, il y a naturellement un impact positif dans les investissements. Il y a naturellement, par essence, des impacts ESG, des enjeux ESG, des impacts dits négatifs qui se doivent d'être régulés et gérés pour pouvoir enfin parler de l'impact positif et des stratégies que les acteurs publics, privés, africains, européens, opérateurs et investisseurs déploient
pour aller rechercher ce plus, ce supplément d'âme, cette raison d'être, dont l'ambition et la vocation est voilà, d'optimiser l'impact, d'avoir plus d'impact, de s'associer pour faire du 1 plus 1 égale 3 et aller toujours plus vite, je dirais, dans la réalisation de ces objectifs de développement durable. Pour partager ce panel, ce sujet, pardon, un panel en distanciel et en présentiel, parce que c'est aussi ce qu'offre le numérique, c'est de pouvoir justement relier vraiment les deux continents et avoir des intervenants depuis le continent. Donc, depuis le continent, nous avons Amel Chadli qui représente Schneider Electric et qui prendra le temps également de se présenter rapidement. La Banque africaine de développement avec la représentante de Maïk Salamou qui dirige justement la section, la branche, la direction infrastructure. Et puis ici, à Paris, nous avons donc Marie-Aimée Bourri de la Société Générale et de sa division et de la division spécialisée ou dédiée à la recherche d'impact, l'une des divisions, puisqu'il y a de nombreux acteurs qui font l'impact sur le continent, du côté de la Société Générale. Monsieur Raphaël Renaudi d'Amétis, donc dans l'investissement pur et dur en matière d'impact, en matière d'infrastructure en impact, et puis un opérateur des infrastructures, Orange, parce qu'en effet, les acteurs économiques sont des investisseurs. Il faut vraiment, dans les infrastructures, il n'y a pas que l'eau, il n'y a pas que l'électricité, ou en tout cas, il y a des domaines qui sont aussi portés par les acteurs, avec donc la représentante d'Orange, Marianne Brunat, qui nous fera le plaisir également de se présenter. Ce que je vous propose, c'est peut-être justement de profiter d'un premier tour de table portant à la fois sur votre définition de l'impact et de la stratégie de votre organisation sur le sujet, pour partager, pour vous présenter de manière plus complète, puisque j'ai été, somme toute, assez rapide, et puis pour commencer à partager un petit peu avec nous justement ces visions, ces définitions. Je voulais juste donner une petite consigne pour les gens qui sont à distance. Si vous souhaitez poser des questions, utilisez, s'il vous plaît, Q et R. Et utilisez discussion si vous voulez dire bonjour à tout le monde ou c'est des problèmes techniques. Mais surtout pour les questions, donc dans Q et R, s'il vous plaît. Donc, on ne regardera que Q et R à ce stade. Donc, ce que je souhaiterais, on prendra des questions de la salle et des questions digitales, mais on ne pourra pas dire bonjour à tout le monde. Et une petite précision aussi, c'est un peu flou et on ne sait pas pourquoi. Donc, ce n'est pas la peine non plus tous de m'écrire que c'est je n'arrive pas à faire mieux. Ne réglez pas vos appareils, ce n'est pas la peine non plus. Rachetez pas vos lunettes tout de suite. Bon, et pour commencer ce tour de table, je propose à Marie-Aimée de commencer, d'approfondir justement la présentation de ses activités, de ses périmètres, et puis de partager avec nous la définition de l'impact telle qu'elle la vit, au travers notamment de sa stratégie. Ok, merci beaucoup. Donc, Marie-Aimée Bourri, donc, comme le disait Pierre-Samuel, donc, je suis à la Société Générale où donc, je suis responsable d'une petite équipe qui s'appelle Impact Based Finance, qui fait partie d'un groupe un peu plus important d'une quarantaine de personnes, donc de finance à impact positif au sein de la banque d'investissement. Donc, on n'est pas de l'équipe RSE, on a aussi une filière RSE comme dans tous les grands groupes, mais c'est vraiment une équipe à la fois d'analystes environnementaux et sociaux qui viennent en support de nos lignes métiers pour les aider dans l'identification et l'analyse des impacts positifs et négatifs liés aux transactions qu'ils font ou aux clients qu'ils choisissent de financer, et d'équipes donc de développement de business, dont la mienne, qui, là encore, viennent en support des lignes métiers pour les aider dans le cadre de l'équipe Impact Structuring à structurer donc des green bonds, green loans, il faut que je fasse la version française, donc des obligations vertes, des prêts, donc sustainability link, je ne sais pas comment ça se traduit. Donc bref, il y a tout, comme vous le savez, un corpus de financement labellisé qui augmente de plus en plus, mais dont on s'est rendu compte que finalement, tout ça c'est très bien, mais finalement c'est quand même du business as usual, puisque ces financements, ils auraient été faits de toute façon, et il y avait déjà des solutions de financement
sous forme de corporate bond, de loan, enfin d'obligations et de prêts pour ces entreprises. On va juste les identifier et leur donner un qualificatif. Mais que fait-on pour les financements qu'aujourd'hui on ne fait pas à destination justement de projets à fort impact positif et à fort potentiel de développement qui adressent en fait finalement le gap, donc le déficit d'investissement des objectifs de développement durable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 3 ans, la banque a décidé d'avoir justement une petite équipe qu'on peut qualifier de recherche et développement pour se pencher spécifiquement sur ce funding gap. Et donc, c'est ce que fait mon équipe et en quoi ça consiste. Mais en fait, on travaille avec nos clients, mais aussi avec des startups, en fait, avec tout un écosystème d'entreprises et de banques de développement, de consultants, de startups, qui se penchent justement sur ces nouveaux marchés qui qui fournissent des solutions en fait pour résoudre les principaux challenges planétaires. Et on s'est concentré particulièrement sur ce qu'on appelle des impact value chain qui nous semblent apporter le plus de valeur et débloquer le plus d'impact, et qui sont l'accès à l'énergie, l'accès à la connectivité, le développement de l'agriculture durable, l'économie circulaire et les solutions fondées sur la nature. Donc, dans ces différentes chaînes de valeur, en fait, on identifie des opportunités qui, bien souvent, ne sont pas bancables au regard de nos critères habituels. Et justement, le rôle de notre équipe, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, en prenant une approche par l'impact, ces business models, améliorer la rentabilité, la résilience, baisser les coûts, proposer des structurations de risques qui permettent de faire ces financements, soit avec le bilan de la banque, soit en faisant rentrer des investisseurs tiers. Magnifique, et avec une définition de l'impact qui est… Alors, notre définition de l'impact, donc déjà, l'impact, effectivement, il ne faut pas confondre ça avec l'output, l'outcome. Et donc, l'impact, c'est vraiment le changement qui va intervenir dans la vie des personnes ou dans sur la planète. Donc, un changement qui dure dans le temps. Et donc, pour arriver à le mettre en œuvre, effectivement, il y a toute une série de stratégies qui vont passer par des investissements dont on va justement pour lesquels on va viser des impacts finaux spécifiques et sur lesquels on va s'assurer qu'ils ont bien été atteints ou au moins qu'ils ont été atteints en partie. Et notre définition, justement, elle est holistique et elle consiste à ce qu'on appelle les principes de la finance à impact positif. Elle consiste à rechercher au moins un impact positif sur au moins un des 3 piliers du développement durable, donc People, Planet, Prosperity, donc social, environnemental et économique, et de s'assurer qu'on a bien identifié et géré les impacts négatifs liés à cet investissement. Claire. On ne peut pas avoir d'impact positif si on n'a pas géré le négatif. Au-delà de la gestion du négatif, voilà, la démarche de recherche d'impact positif, votre définition, Raphaël, au sein d'Amétis, et puis, bien évidemment, une petite présentation de vous-même. Très bien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Pierre-Samuel, Sandrine et Tulsiane pour l'organisation de discussions sur le sujet qui sont importants et surtout intéressants. Je crois que ça se voit dans le nombre de conférences qui sont organisées et les participants toujours plus nombreux sur ces sujets. Et les panels aussi avec des acteurs diversifiés, mais qui se retrouvent sur beaucoup de points sur cette approche impact. Donc, Amétis, simplement pour le contexte, c'est un gestionnaire de fonds d'investissement historiquement centré sur l'Afrique, avec une capacité d'investissement de plus de 800 millions d'euros. Et on investit dans des entreprises en forte croissance de secteurs diversifiés, en Afrique et bientôt en Europe et notamment en France. Je rejoins largement Marie-Aimée sur sa définition et la définition de Société Générale sur qu'est-ce que c'est qu'un investissement à impact. C'est effectivement avoir un bénéfice social, environnemental, sociétal positif, tout en évitant les effets négatifs de l'activité. Je pense que ça peut se faire de 2 manières. Ça peut se faire en investissant dans des activités dont le business model est durable, dont le business model est positif, par exemple, dans les infrastructures, je sais pas, une éolienne, si on s'assure que les aspects de diversité sont bien pris en compte, par exemple. On a un impact positif si on investit dans l'éducation, si on investit dans la santé, dans certains types de transports propres. Donc, soit on vise un business model durable et on investit dans ces sociétés, soit on investit dans des entreprises ou des infrastructures dont le business model est plus
traditionnel, lambda, je dirais, pas nécessairement orienté vers la durabilité, mais on essaye volontairement d'améliorer la performance environnementale ou sociale ou sociétale de cette entreprise. Donc, un supermarché qui, on peut en discuter, a plus ou moins un impact positif, on va volontairement choisir des critères qu'on va essayer d'améliorer. Donc ça serait notre définition côté Amétis. Néanmoins, on pense que c'est important de ne pas avoir une définition chacun et qu'un grand enjeu, et je pense qu'on en reparlera, on sera tous d'accord, c'est la standardisation de ce que c'est que l'impact. Donc, on est très preneur chez Amétis des initiatives de place. Il y en a une qui est récente et qui nous semble clé, c'est les gros travaux qui ont été fournis par France Invest. Donc, France Invest, c'est l'association des investisseurs en capital investissement comme Amétis en France, et qui, il y a 6 mois, a publié un rapport en se basant sur l'existant, sur tout le corpus existant sur ce que c'est que l'impact, et qui a présenté 3 piliers, qui, je pense, ça vaut le coup de les récapituler. Intentionnalité. Enfin, on a de l'impact si on a une approche intentionnelle, additionnelle et mesurable. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est se dire qu'on vise un impact. On l'a identifié avant l'investissement, avant de financer un actif, avant d'investir dans un actif. On a déjà identifié les sujets sur lesquels on veut améliorer la performance. Donc, bien sûr, on peut effectivement avoir un impact positif sans s'en rendre compte, et c'est le cas pour beaucoup d'investisseurs. Néanmoins, c'est plus facile et plus fréquent si on a déjà identifié les sujets sur lesquels on veut travailler. Ça, c'est l'intentionnalité. L'additionnalité, c'est la valeur ajoutée de l'investisseur ou du financeur, c'est-à-dire la différence que je fais moi-même. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas investi versus qu'est-ce qui se passe parce que j'ai investi. Je pousse des sujets et ces améliorations n'auraient pas eu lieu si je n'avais pas investi dans l'entreprise. Ça, c'est l'additionnalité. C'est la vraie valeur ajoutée. Ensuite, on a la mesurabilité. L'idée, c'est de pouvoir mesurer ces résultats, quantitativement ou qualitativement, et de les communiquer à l'extérieur. Donc, ces 3 piliers sont importants. Intentionnalité, je vise quelque chose. Additionnalité, c'est grâce à moi, largement, je contribue largement à un impact. Et mesurabilité. Comment on le fait chez Amétis concrètement? On a mis en place des ressources. Par exemple, moi, je suis responsable ESG, développement durable, impact. Donc, on a mis des équipes qui sont en train de croître sur ces sujets. Nos équipes d'investissement ont du temps à louer pour ces sujets, c'est dans leur fiche de poste. Ils travaillent systématiquement dans les deals sur les aspects financiers, également sur les aspects extra-financiers. Et on a intégré dans toutes nos procédures et toutes nos politiques, dans nos procédures d'investissement, l'aspect impact à la fois en phase de pré-investissement, en phase de monitoring, de supervision et à la sortie. Donc, c'est ça qui nous permet d'assurer avant l'investissement l'intentionnalité, pendant l'investissement la transformation de l'entreprise et à la sortie de mesurer. Toute dernière chose, on a signé cette année les Impact Principles, qui sont une initiative, je pense, clé et vraiment crédible, portée par l'IFC, la SFI, sur l'impact, et qui, je pense, a vocation à accroître dans les années à venir, à être de plus en plus connue, et qui encadre, qui crédibilise les approches d'impact. Et dans ce cadre, on sera notamment audité tous les ans sur notre approche impact. Je m'arrête là. Tout à fait. En l'occurrence, les PRI, les principes de responsabilité, d'investissement responsable, ont également développé des principes d'investissement à impact sur lesquels on retrouve en fait une forte convergence avec évidemment ce que propose la SFI et la Banque mondiale, même s'il y a forcément des points de spécificité liés à cette organisation qui représente les investisseurs privés pour le coup au niveau mondial. Donc, l'autre acronyme, en plus de SFI, c'est PRI. Et si vous googlez sur ces acronymes avec le terme d'impact, vous retrouverez très rapidement ces principes qui sont très porteurs. Un opérateur, un acteur. Alors, moi, je suis Monsieur Jourdain. Je vais me rapprocher du président parce qu'effectivement, alors chez Orange, des investissements impact, je pense qu'on en fait déjà pas mal en propre sur les réseaux. Enfin, déjà avant le Covid, donc je pense que, je ne sais pas dans vos définitions si les investissements en infrastructure télécom y rentrent, mais avant le Covid, on pouvait peut-être encore se poser la question. Je pense que depuis cette phase où on s'est rendu compte à quel point les infrastructures télécom et la connectivité pour tous étaient essentielles, je pense qu'on ne se pose plus la question sur leur impact. Donc, Orange investit déjà sur ses fonds propres plus de 7 milliards d'euros par an. Donc, c'est quand même gigantesque au travers le monde, alors principalement en Europe et bien sûr en Afrique. Et malgré les investissements des acteurs comme Orange, puisqu'on n'est pas le seul opérateur dans le monde à investir, on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui 40% de la population mondiale qui n'a pas accès à cette connectivité. Donc clairement,
en termes de développement social, en termes de développement économique, en termes de développement de la santé aussi, sont pour nous des investissements qui sont essentiels et qui deviennent de plus en plus essentiels. Alors, ces problématiques de connectivité, il y a pas mal de problématiques d'investissement derrière, parce qu'effectivement, la rentabilité des infrastructures télécoms, elle est évidente dans des zones qui sont très denses, très développées, où on va retrouver des réseaux qui peuvent être même concurrentiels. Hein. Quand vous regardez les réseaux fibres sur Paris, vous avez plusieurs opérateurs qui ont déployé de la fibre sur Paris. Mais quand on en arrive je vais reprendre, on parlait tout à l'heure des zones rurales dans certains pays d'Afrique, et bien là, globalement, la densité de la population et les coûts de déploiement, parce qu'effectivement, on ne peut pas réutiliser non plus des infrastructures qui existent, font que sans une intervention publique, ces déploiements n'auront pas lieu. Donc, un certain nombre de bailleurs de fonds, un certain nombre de gouvernements se sont mis à investir aussi sur ces infrastructures télécoms. Et nous, Orange, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler au mieux avec ces acteurs qui ne sont pas des opérateurs télécoms. Alors, c'est quand même un métier d'être opérateur télécom. Donc, dans les acteurs, on va retrouver des gouvernements, on va retrouver des bailleurs de fonds, on va retrouver des fonds d'investissement, également des aménageurs, des gestionnaires d'infrastructures. Souvent, l'infrastructure numérique va avec l'énergie, hein, parce que sans énergie, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, quelque part, on essaye de travailler avec tout cet écosystème pour faire que ces investissements sur les infrastructures télécoms soient les plus optimisés possibles et les plus utiles possibles. Parce qu'après, on viendra peut-être sur ces sujets-là, mais un investissement, je suis d'accord avec vous, Président, il est totalement, intentionnellement utile quand il est bien fait. Et quand il n'est pas fait, voilà. Je pense qu'il y a aussi la manière dont on le fait qui peut le rendre plus ou moins à impact. Très clair, très clair. Pour aborder un sujet relativement connexe, hein, puisqu'on est dans la connectivité, du Nexus notamment, pour le coup, en inversé énergie et numérique. Amel de Schneider Electric pour partager à la fois sa définition de l'impact et la stratégie du groupe Schneider Electric sur le sujet. Et ensuite, je laisserai la parole à Amélie qui nous a rejoint avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre-Samuel. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je suis donc Amel Fadli, je suis vice-présidente en charge de la stratégie pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Et j'ai aussi une double casquette. Je dirige au fait la division qui est responsable de la digitalisation des réseaux électriques et des bâtiments. Voilà pour ma présentation. Dans le cadre de Schneider Electric, donc comme mes prédécesseurs l'ont dit, la définition d'impact, elle est la même pour tout le monde, Dieu merci. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur la définition. C'est la protection de la planète, créer un meilleur environnement de vie pour tout le monde. Donc, dans un environnement, bien sûr, inclusif, où on prête attention aux communautés locales dans lesquelles on a une présence. Pour l'investissement, donc, en termes d'infrastructure, nous avons des objectifs qui sont très clairs. Nous voulons, au fait, électrifier 50 millions de personnes dans le monde avec des énergies renouvelables. C'est un exemple très concret de nos objectifs. En termes de stratégie, donc, nous respectons les objectifs définis par les Nations Unies, hein, dans les 17 ESG. Nous avons déterminé cette année 6 objectifs à long terme que l'on doit respecter dans le cadre de nos opérations au quotidien et dans le cadre de nos investissements. Donc, ces 6 objectifs sont agir pour le climat, utiliser d'une façon responsable les ressources, travailler dans un environnement éthique favorisant la confiance, utiliser aussi tous les moyens pour inclure les communautés locales et puis garantir une égalité des chances pour tout le monde et mobiliser toutes les ressources, en fait, pour travailler avec toutes les générations. Donc là aussi, dans un environnement très inclusif. Comme exemple, en fait, je peux utiliser le dernier projet qu'on vient de déployer en Égypte, qui était, en fait, de digitaliser le réseau électrique et dans 14 régions
en Égypte et qui nous a permis d'électrifier 20 millions de personnes. Donc voilà pour donner un exemple très concret du déploiement de notre stratégie en Afrique. Alors ça, c'est plus la deuxième question, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, les commissions sont connues pour ne pas respecter toutes les règles. Donc, pour moi, c'est clair. Et j'aimerais beaucoup maintenant entendre Amélie pour voir comment la Banque africaine de développement aborde cette question de la recherche d'impact positif, bien évidemment, dans le cadre des activités d'infrastructure. Et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés, Amélie. Bonjour à tous et merci de l'invitation et de notre participation. Donc, comme j'ai dit, je m'excuse une fois de plus de la part de Mike Salaou, qui n'a pas pu se joindre. Moi, je suis Amélie Diankou, je suis ingénieure en supply chain. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises du secteur privé en transport et logistique industrielle en France. Et aujourd'hui, je suis dans l'équipe des infrastructures et partenariats. Et donc, je m'occupe d'un portefeuille de projets qui sont pour l'essentiel des études de faisabilité sur les infrastructures, donc des ports en eau profonde, des routes, des ponts, pour le fonds NEPAD IPPS qui travaille sur l'intégration régionale. Donc ça, c'est au niveau de l'équipe. De manière un peu plus générale, je pense que ça a été largement abordé. Hein. L'impact aujourd'hui est vraiment un enjeu clé au niveau de la banque et désigne vraiment la prise en compte de toutes les attentes des hommes en termes d'économie sociale inclusive, aussi les enjeux de développement durable dans le choix. Et justement, à notre niveau, ça se pose dans le choix et la mise en œuvre des projets d'infrastructure. Donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps. Je vais juste citer quelques exemples au niveau de la stratégie de la banque de mesure de l'impact. On a tout d'abord ce qu'on appelle le cadre de mesure des résultats qui est en perpétuelle évolution au niveau de la banque pour pouvoir justement mesurer cet effort et cet impact sur l'humain des projets de la banque et qui se fait à plusieurs niveaux. Donc, au niveau, premièrement, des progrès de développement, ensuite des contributions de la banque elle-même au développement des opérations, la qualité des opérations et en dernier, le contrôle de l'efficacité de la banque en tant qu'organisation. Donc, la banque, de manière générale, a impliqué dans plusieurs initiatives dans tous les domaines. Vous avez peut-être entendu parler des high five qui sont les priorités de la banque, dont l'une des high five des priorités, c'est la qualité, l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Donc, également, nous travaillons au niveau de l'équipe, en particulier la division des partenariats, sur un cadre partenariat public-privé qui va être finalisé bientôt, une framework, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la banque est très, on va dire, la majorité de son business est quand même axée sur le public et sur des projets publics avec les États. Et aujourd'hui, on est conscient que le secteur privé est inévitable et vraiment un moteur clé du développement en Afrique. Et donc, dans ce cadre-là, on essaie vraiment de travailler sur un plus grand partenariat et aussi, comme je disais, dans le choix des projets, sur vraiment des critères clés qui concernent on va dire des priorités aujourd'hui transversales au niveau de la banque, telles que les questions de genre, les questions de changement climatique, les études environnementales, sociales et économiques qui sont faites dans la plupart de nos projets. Donc voilà, merci beaucoup de la participation. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci. Et avant de prendre quelques questions à la fin de la salle et surtout sur Internet, puisque un bon nombre de questions sont déjà en attente, et parce que certains ont déjà évoqué justement des projets qui illustrent bien leur stratégie et la manière qu'ils ont de les conduire. On a marqué là. Je les propose de finir le tour de table avec justement quels sont de votre côté, notamment Marie-Aimée ainsi que Raphaël, quels sont de votre côté les meilleures illustrations de la stratégie que vous portez, les meilleurs projets ou les projets les plus emblématiques, les proof of concept que vous avez pu déployer en recherchant par ailleurs les facteurs de succès, de faire émerger, de partager ensemble les facteurs de succès, parce que l'ambition, c'est aussi que cette commission ait un impact et que finalement les bonnes idées puissent être partagées le plus largement possible. Marie-Aimée ? Alors, donc, des exemples, on en a des tas, oui. Forcément, vu que donc la Société Générale est très présente en Afrique, donc dans 19 pays.
Mais en particulier, en fait, et je réponds finalement à la deuxième question avant la première, donc qui est les facteurs clés de succès, on s'est rendu compte que pour justement avoir encore plus d'impact et diriger plus notre action au quotidien sur des projets qui ont un impact positif, eh bien une bonne idée, en fait, c'est de se donner des objectifs. Et donc, c'est ce qu'on a fait en 2018, fin 2018, donc la banque qui a inclus le développement durable de l'Afrique comme un de ses piliers stratégiques. Donc, ce n'est pas simplement une activité associée, c'est un des 4 piliers stratégiques de développement de la banque. On a profité aussi pour lancer un programme interne qui s'appelle Grow with Africa, dans lequel on s'est fixé des objectifs quantitatifs et avec des délais pour les atteindre sur quatre grands sujets. Le financement des infrastructures, l'inclusion financière, le financement des PME et les financements, ce qu'on appelait les financements innovants, donc aller sur justement des nouveaux marchés qu'on ne connaît pas. Et donc, le fait de se fixer ces objectifs, ça nous a permis justement de déjà créer des groupes de travail au sein de la direction Afrique, Moyen-Orient, mais aussi des autres business lines, pour voir qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Et on a vu des résultats, puisque finalement, on a atteint une bonne partie de ces résultats avant l'échéance qu'on s'était donnée. Et donc, concrètement, effectivement, c'est augmentation significative des prêts aux PME, donc que l'on fait via notre réseau local en Afrique. Dans le financement d'infrastructures, on a aussi augmenté de 20% les encours. Et on a doublé nos équipes sur place, donc ce qui nous a permis justement d'originer plus, parce que finalement, si on met plus de monde, on fait plus de transactions. Donc, des exemples de transactions locales, récemment, donc cette année, par exemple, financement de routes et de ponts en Côte d'Ivoire, donc sous forme de financement mixte de crédit export et de financement à long terme en devise locale, en utilisant justement nos filiales locales. On a fait un très gros projet de traitement d'eau en Angola, avec financement export, un hôpital au Bénin, des travaux d'assainissement de la ville de Dakar. Donc, ça, c'est des exemples récents. Il y a aussi, bien sûr, donc sur la partie inclusion financière, donc on fait ça par l'intermédiaire de refinancement. Donc, on refinance les sociétés de microfinance et on a aussi, et on prend aussi de l'equity dans certains cas, très ponctuellement. Et on a aussi lancé notre propre entité de mobile money, donc qui s'appelle Yup et qui est présente dans 7 pays pour justement essayer de fournir donc des services financiers, de bancariser en fait une partie de la population qui aujourd'hui n'a pas accès. Et après, peut-être pour finir, pour compléter, donc il y a aussi la banque d'investissement qui intervient donc via les financements export, mais aussi donc là récemment cette année en juillet, on a été un des arrangeurs du SDG Bond du Bénin, qui est quand même le premier en Afrique, qui est seulement le deuxième dans le monde et d'un émetteur de pays émergents. Sursouscrit. Sursouscrit 3 fois, exactement. Donc, c'est pas mal quand même, avec des très bonnes conditions. Et sur lequel il y a eu vraiment un travail assez remarquable fait par le gouvernement, donc avec l'aide, bien sûr, de partenaires, pour bien définir à quoi cet argent, donc ces 500 millions d'euros, allait être utilisé pour bien adresser les priorités qui s'étaient fixées en termes d'objectifs de développement durable. Oui, c'est ça, c'est adossé aux objectifs de développement durable. Et combien? 39 piliers, 39 ou 49 piliers ont été identifiés. Alors, je ne sais le pas. cadre de... C'est pas moi qui l'ai fait, mais oui, c'est à peu près de cet ordre-là. En fait, ils ont décomposé, plutôt que de dire je fais SDG 7, SDG 11, c'était très précis. En fait, déjà, quelles sont les priorités en termes d'ODD pour ce pays, et ensuite de décomposer, et donc avec des axes qui, à chaque fois, recoupent la population, donc le social, l'environnement, à la fois climate mitigation, donc atténuation et compensation, adaptation, voilà. Donc, un travail de fond qui a du coup porté ses fruits, puisqu'il y a eu beaucoup d'appétit des investisseurs pour ce... Très clair, Voilà. une belle première. Raphaël, je vais garder la question finalement de Marie-Aimée. Parlons plutôt des facteurs de succès, des initiatives que vous avez portées et qui illustrent bien votre stratégie, mais abordons les questions en effet par ce positive mood. Les facteurs de succès, avec plaisir. Donc, je pense que la première chose et qui rejoint l'approche choisie par Société Générale, c'est d'accompagner
dans notre cas, les participations, dans notre cas, les emprunteurs ou les clients, que ce soit en conseil ou en financement, c'est de les accompagner. C'est-à-dire que oui, notre métier, à la base, c'est investir, devenir propriétaire d'entreprise, en minoritaire, en majoritaire, mais surtout d'apporter nos compétences, notre réseau, sur différents sujets. Et là, l'enjeu, c'est de monter en compétences nous-mêmes sur les problématiques de développement durable, sur les problématiques ESG, sur les problématiques d'impact, pour être capable, soit nous, soit bien un réseau de prestataires, d'accompagner, d'identifier les sujets importants et d'apporter de la valeur mesurable, encore une fois, aux entreprises dans lesquelles on investit. Donc, ce premier point qui est apporter de la valeur ajoutée via une approche d'accompagnement, presque de conseil, est pour moi un point clé. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul, il faut évidemment faire avec l'actif dans lequel on se positionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, la participation, dans notre cas, dans laquelle on met de l'argent, doit mettre en place des ressources, des personnes, des moyens et une gouvernance sur ces sujets. Nous, on les pousse à ça et on pense que c'est un vrai facteur de succès parce que ça permet d'assurer d'une, la réussite du projet parce qu'il est porté en interne, et de deux, et c'est super important pour des investisseurs qui ne restent pas éternellement dans la vie des entreprises, une entreprise, a priori, a vocation à durer longtemps. Nous, on reste 5 ans, parfois un peu plus dans les entreprises. On veut que l'impact soit soutenu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on part, l'impact ne disparaît pas. Et on continue d'avoir un impact positif. Comment on le fait? C'est justement en s'assurant qu'on a des ressources, des moyens financiers, humains et une gouvernance en place qui rendent le sujet quelque part avec un portage autonome au sein de la participation. Ça, c'est un facteur clé. Le troisième, c'est de réussir à convaincre, je pense, de l'intérêt extra-financier et financier de la démarche. C'est-à-dire qu'on est aussi face des fois des interlocuteurs qui n'ont pas forcément conscience du potentiel d'impact positif de leur métier. Et l'idée, c'est aussi de l'objectiver, d'expliquer en quoi c'est important. Par exemple, dans une chaîne de supermarchés dans laquelle on a investi au Kenya, qui s'appelle Naivas, qui a une centaine de supermarchés, un peu moins, on a voulu, dès le début, travailler avec eux sur l'efficacité énergétique. On fait un audit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on les a accompagnés pour faire un audit énergétique, identifier les axes d'amélioration, les potentiels gains en euros de la diminution de la consommation, mise en place d'un plan d'action, déploiement du plan d'action, mesure des résultats en euros, en kilowattheure, en tonnes de gaz à effet de serre évité. Ça, pour moi, c'est aussi parce qu'on a réussi à les convaincre qu'ils pouvaient gagner de l'argent, qu'il y avait un intérêt opérationnel aussi. En fait, finalement, l'impact, c'est aussi un enjeu d'excellence opérationnelle pour les entreprises dans lesquelles on investit sur beaucoup de sujets, environnement et sociaux. On a intérêt à avoir un impact en ayant des salariés très bien formés, en ayant des clients très satisfaits, en ayant des opérations qui sont peu consommatrices et donc peu chères, finalement, en ressources naturelles. Le dernier sujet, donc en plus du conseil, de l'accompagnement, de la gouvernance et des moyens, et de démontrer l'intérêt de ces sujets, je pense que c'est le suivi et le reporting. Le facteur de succès, c'est aussi en fait être capable de tracer ce qu'on fait, de designer un framework, désolé pour les anglicismes, de construire un cadre de mesure des résultats et d'intentionnalité au début, et de suivre ces résultats. Dans l'exemple que je prenais, mesurer les kilowattheures, la consommation de ressources, les coûts et les émissions de GES. Ça paraît simple, mais en fait, ces enjeux opérationnels de mesure des résultats sont en fait beaucoup plus compliqués qu'on peut le penser parfois. Et on est souvent, et c'est pour ça que je pense que les professionnels d'impact de l'ESG ont tendance à beaucoup se concentrer sur la construction d'outils, sur la construction de méthodes, sur la construction de standards, parce que ce sujet de la mesure, on y reviendra, je pense, est clé. Et il faut trouver les moyens. Ou pas, parce qu'en fait, ça mériterait un talk complet et que c'est un débat qui est justement très pointu et très complexe. Mais vous avez raison, il faut avoir des instruments de mesure et qu'ils soient partagés et adosser à un cadre normatif unique, parce que sinon, en effet, tout le monde ira de ses propres résultats. Pour faire tourner un petit peu la parole, eh bien, Marianne, sur ces questions de facteurs, encore une fois, les facteurs de succès. Pour moi, les premiers facteurs de succès des investissements impact, c'est leur opérationnalité. Et je vais prendre un exemple tout bête. On reste dans le digital. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 20 000 kilomètres de réseaux de fibre optique qui ont été déployés par des fonds publics et qui sont soit très, très sous-utilisés, soit pas du tout utilisés. Ça vaut de l'argent quand même. Et un réseau qui n'est pas maintenu, c'est un réseau qui peut être, globalement, qui 3 ans après, doit être fait. Et ça, en fait, il y a toute une tendance d'investissement public poussée par
certains gouvernements avec des financements qui viennent, je pourrais le citer, d'Exim Bank, hein, qui effectivement donnent des telles conditions financières aux gouvernements africains que globalement, ils ont forcément intérêt à construire. Et ces réseaux, ils ont été construits, sauf que la phase d'après, elle n'a pas du tout été prise en compte. C'est-à-dire qu'un réseau, une fois qu'il existe, c'est bien joli, mais c'est de la fibre optique dans le sol ou dans les arbres, parce qu'il y a même certains opérateurs qui ont déployé de la fibre dans les arbres, en les accrochant en branches. Là, c'est l'impact, il est quand même beaucoup plus jeune. Mais derrière, s'il n'y a pas des opérateurs pour venir apporter des services, voir comment on prolonge ces backbones, hein, puisque la connectivité, c'est d'abord des réseaux internationaux, après vous avez des grandes vertèbres nationales, c'est des backbones, puis après vous avez tous les réseaux d'accès qui sont soit fixes, soit mobiles, soit il y a même du satellite qui peut rentrer en jeu. Mais globalement, il faut les amener. Et le problème, c'est que ça n'a pas été pris en compte. Et il y a des projets, je vous dis, 20 000 km en Afrique, c'est énorme. Et c'est ça, aujourd'hui, donc de nouveau, les bailleurs reviennent sur ces projets pour se dire, maintenant, on va gérer la phase d'après. Comment est-ce que je vais en faire soit une concession, soit un PPP, pour que ces réseaux puissent être utilisés. Sauf que pour les opérateurs qui arrivent 3 ans après et qui doivent bider sur ces projets-là, ça veut dire que les due diligence qui doivent être faits, et effectivement, ça fait travailler pas mal de consultants. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais les due diligence qui doivent être faits pour pouvoir les rendre opérationnels, ces réseaux, il faut remettre de l'argent sur le pot, puis refaire ce qui a été fait 3 ans par an. Premier truc, c'est l'opérationnalité. Deuxième chose, c'est la souveraineté et la mutualisation. C'est-à-dire que les infrastructures, puisque c'est des infrastructures dont on parle, les infrastructures, il va falloir qu'elles soient le plus mutualisées possible. C'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on fait pour que, et là, je vais rester dans mon domaine, c'est comment est-ce que on fait pour que, à la fois, le public et le privé travaillent en amont, ensemble, pour se dire, on va peut-être pas déployer les mêmes réseaux en concurrence partout, mais on se dit qu'en doublant, parce que ça a été aussi une tendance, et ça a été une tendance en Europe, où on s'est dit, parce que ça, il faut que ça soit fait en amont, et là, je pense que effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent jouer ce rôle d'animateur. Il y a heureusement des fédérations, mais il faut l'organiser pays par pays et zone par zone. Et quand ça se décline, après, quand on parle de la couverture des zones rurales, c'est village par village, donc c'est important. Donc, organiser cette gouvernance et cette souveraineté. Puis, le troisième facteur clé de succès pour moi, c'est le transfert de compétences au niveau des équipes locales. Parce qu'effectivement, construire des réseaux télécoms, on peut leur apporter. Mais globalement, derrière, ce qui nous importe aussi, c'est de voir comment, localement, on arrive à former des ressources, des ingénieurs télécoms, mais des techniciens télécoms. Et franchement, des techniciens télécoms, ça permet de créer beaucoup d'emplois. Construire aujourd'hui des infrastructures, ça permet de créer beaucoup d'emplois, à condition que, effectivement, il y ait les bonnes compétences aux bons endroits. Donc ça, on essaie toujours, nous, d'accompagner les projets. On parlait d'exemples de projets. On essaie d'accompagner nos projets aussi par la création d'écoles métiers qui nous permettent derrière de faire monter en compétences des populations locales. Je dis, c'est pas que des ingénieurs télécoms ça peut être aussi des techniciens d'intervention qui, clairement, peuvent être des gens qui montent très vite en compétences. Ça, c'est des formations de 6 mois et qui créent vraiment l'emploi local. Ça rejoint le point du président Étienne Véros, qui parlait justement de la formation et de la formation technique, qui est vraiment l'un des points essentiels, notamment pour assurer le suivi d'infrastructures qui, une fois construites, si elles ne sont pas ne serait-ce qu'entretenues. Il faut les opérer après. Oui. Dans la même veine, peut-être, Amel, les facteurs de succès? Oui, en fait, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Pour nous, tout d'abord, c'est l'optimisation de l'utilisation des réseaux. Pour vous donner un petit exemple, on sait que 50% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité. Toutefois, 25% de l'électricité produite en Afrique est perdue. Elle n'arrive pas, en fait, à l'utilisateur final. Donc, si on arrive juste à optimiser l'utilisation de l'électricité qui est déjà produite, on diviserait par 2 le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, l'optimisation du réseau est un élément qui est extrêmement important pour nous. Le deuxième élément, c'est la viabilité financière des projets. Pareil, en fait, dans le domaine électrique, nous voyons beaucoup de projets qui ne sont pas viables. Donc, on a des propositions de projets où on n'y va pas parce qu'on sait que ça va être de la perte sèche, que ça soit pour les autorités locales, parfois pour nous en tant qu'entreprise. Donc, c'est aussi bien connaître les risques
et bien savoir les gérer. C'est un élément aussi de succès et ce risque-là, c'est la gestion du risque à long terme. C'est pas juste jusqu'à ce qu'on délivre le projet. Le troisième élément qui pour moi est important, c'est la continuité de l'exploitation dans le temps qui vient obligatoirement avec le transfert de technologie. Nous voyons aussi beaucoup de projets en fait qui échouent après qu'ils aient été délivrés, justement parce qu'il n'y a pas eu ce transfert de technologie et du coup il n'y a pas les compétences nécessaires. Toutes les entreprises le font aujourd'hui, toutes les multinationales. Donc, nous avons aussi un accompagnement et en fait beaucoup d'écoles qui permettent de préparer en fait pour les métiers de demain tels que le digital, mais aussi parfois juste pour former des électriciens et pour sécuriser en fait les conditions d'exploitation du réseau électrique. Le dernier point, c'est en termes d'électrification. Donc, nous travaillons beaucoup en Afrique pour mettre en place des micro-réseaux qui permettent en fait d'apporter l'électrification dans les villages reculés, qui permettent d'avoir un mini dispensaire, une école et puis d'avoir en fait de l'électricité pour l'éclairage public. Et de ce fait, nous avons aussi un KPI ou un indicateur en interne qui est en termes de nombre de personnes électrifiées. Très clair. Et en effet, dans cette dynamique d'optimisation, lors de la construction d'infrastructures, aller rechercher des impacts au-delà de son périmètre économique industriel, mais sur les populations locales, est l'un des points que l'on voit, nous, dans le secteur minier, avec justement, au-delà du fait qu'un certain nombre sont en train de basculer vers les énergies renouvelables, ce qui est un plus, et ce qui est aussi un plus économique, et en termes de sécurité, et bien la recherche d'électrifier finalement la zone rurale ou la partie rurale dans des schémas directeurs locaux ou territoriaux. Amélie, peut-être les facteurs de succès dans les actifs et dans les investissements de la BAD, ce qui ressort naturellement ou ce que vous avez naturellement en tête ou pu voir. Merci beaucoup. Oui, en effet, je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit, hein, donc je vais pas revenir. C'est vrai que nous, la banque, donc particulièrement au niveau des infrastructures, dans la majorité de nos projets, donc en particulier sur l'équipe, le fonds NEPAD IPF, nous travaillons sur 4 piliers d'infrastructure. Donc nous avons évidemment l'énergie, les transports, tout ce qui est TIC et aussi l'eau, tout ce qui est aménagement et assainissement de l'eau. Donc la majorité de nos projets déjà d'infrastructure, on a toujours la partie renforcement de capacité. On a parlé tout à l'heure transfert de technologie qui est très, très, très important. Et on essaie vraiment de travailler sur la mise en valeur aussi et la mise le fait que les entreprises puissent s'appuyer aussi, même si c'est les entreprises internationales, sur les compétences locales, c'est-à-dire utiliser le secteur privé africain aussi et pouvoir justement comme ça faire des joint ventures pour pouvoir travailler plus sur la durabilité des infrastructures. Et la maintenance, parce qu'on se rend compte, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont faits, mais souvent, le problème, c'est l'entretien, c'est sur le long terme. Aussi, on travaille en général dans le cadre des projets, par exemple, de transport, de construction de routes, sur de la formation d'élèves ingénieurs qui sont directement mis à profit dans les projets de techniciens, aussi au niveau du genre, travailler sur le développement des métiers au niveau des associations de femmes et de jeunes, de minorités, dans la plupart de nos projets. Donc, je pense que la banque est vraiment bien impliquée. L'autre point que je voulais souligner, et je pense que c'est pour ça que c'est très important et très intéressant pour nous en tant que banque de participer à ce genre de discussion. Comme je disais, nous travaillons aujourd'hui sur une framework des partenariats publics-privés parce que historiquement, effectivement, la banque a eu l'habitude de travailler avec le secteur public, mais comme on l'a dit, ça peut poser quelques contraintes parce que des fois, justement, il n'y a pas de synchronisation entre, par exemple, la priorité que va mettre le secteur public et souvent, peut-être, les financements aussi liés à cela. Nous, aujourd'hui, on travaille sur des études de faisabilité, mais ce qu'on veut éviter, c'est de faire des études pour des projets qui ne vont pas être mis en œuvre. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur cette framework des PPP parce qu'on se dit, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre
le feeling du marché et d'avoir aussi des projets où on a déjà des acteurs qui sont peut-être prêts à investir et de pouvoir, par l'objet d'échange, comprendre c'est quoi les problématiques. Est-ce que c'est au niveau des cadres de politique? Et dans ce cas, ce serait plus soutenir les États à mettre en place des cadres de projets de PPP pour permettre au secteur privé d'investir de manière plus sécurisée sur certaines infrastructures et accompagner plutôt en priorité ces projets-là et faire des études dessus pour permettre directement d'avoir un impact qui est synchronisé et qui est bénéfique, je pense, pour le secteur privé, mais aussi pour les États africains. Voilà, merci beaucoup. Très bien, peut-être prendre quelques questions. Alors, 1 à 2 de la salle et 3 à 4 peut-être même du côté de Zoom dans la salle. Est-ce que vous avez des premières questions par rapport à justement ces échanges, les demandes de précision, des questions plus que des interpellations, hein. Je dis ça notamment pour Zoom. On ne pourra pas financer tous les projets ce soir. Alors, les questions Zoom, hein, c'est souvent la première question qui déclenche, donc c'est l'utilité du digital. Sandrine, peut-être? Alors, il y a des questions très générales qui ne sont pas exclusivement dans le thème d'aujourd'hui. Il y en a une qui est « Quel est l'intérêt et le niveau des entreprises africaines pour la RSE ?» Oui, alors ce sera l'objet d'une prochaine session de la commission, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup d'actualités sur le sujet, des gouvernements qui sont en train de mettre en place des stratégies nationales RSE pour accompagner les acteurs privés, l'OHADA qui s'est fortement saisi du sujet, et par ailleurs, une note 35 dans l'une des déclarations, dans l'un des documents uniques de l'OHADA, qui pose la question du reporting extra-financier et qui est très très peu connu, et bizarrement, il y a très très peu d'ampliation sur le sujet, mais on est sur les fondamentaux du reporting extra-financier en Afrique sur ces sujets. Probablement, potentiellement, une prochaine session dans les semaines ou mois qui viennent sur le sujet. Mais ce serait une petite révolution puisque ce reporting permettrait justement de révéler à la fois les impacts négatifs et les impacts positifs. Et au moment où la norme IFRS en Europe et dans le monde est en train de s'opposer, on est sur les fondamentaux de la RSE en Afrique. Donc, coming soon, comme dirait notre président. Alors, une autre question, on voit des juristes et des financiers travailler sur des indicateurs d'impact, mais est-ce qu'on fait aussi travailler des techniciens, des ingénieurs pour déterminer quels sont les investissements dans les infrastructures à meilleurs impacts? Alors, parce qu'il y a une question de rendement peut-être aussi de ces investissements, notamment les énergies renouvelables, elles ne sont pas forcément aussi efficaces et d'effectivement que les énergies fossiles. Ouais. Sur les ingénieurs. Non, alors, simplement dans tous les études, projets, études de faisabilité notamment, qu'on fait aussi nous sur le réseau, c'est vrai qu'on a systématiquement maintenant des ingénieurs environnementalistes qui interviennent sur les projets en amont des travaux. Donc ça, c'est pris en compte très en amont, de manière à ce qu'effectivement, on puisse faire des tracés de réseau qui respectent le fait qu'il n'y ait pas de déplacement de population, qui respectent le fait, bien sûr, qu'on puisse traiter les déchets des travaux, parce que ça va. Et il le fait aussi qu'on optimise les tracés de ces réseaux et que là aussi, on retrouve, moins c'est long, moins c'est mauvais pour l'environnement et moins ça coûte d'argent aussi en termes de déploiement. Donc là, on retrouve des mesures, mais on a effectivement systématiquement maintenant sur nos projets des ingénieurs environnementalistes qui accompagnent les travaux. Et après coup, est-ce qu'on mesure aussi comment se comporte l'infrastructure et quels sont les coûts et est-ce qu'on vérifie, est-ce que les prédictions des ingénieurs… Sur les travaux, oui, il y a des contrôles. Il y a des contrôles sur les travaux. Après, sur le fait de… Globalement, l'impact du digital dans le monde aujourd'hui sur les aspects sociaux, je pense que c'est même compliqué à montrer. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas sûre qu'il y ait d'études générales qui aient été faites sur le sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte pour l'éducation? Qu'est-ce que ça apporte en impact positif pour la santé? Qu'est-ce que ça impacte en termes de transport évité, hein, parce que je crois que, vous voyez, si le fait qu'on ait 2 personnes aujourd'hui qui interviennent à l'instant, après, il y a des impacts négatifs, oui, certainement, oui. Je pense que chacun d'entre nous, d'ailleurs, va peut-être prendre un peu plus conscience que quand on envoie plein de trucs sur les réseaux sociaux, etc., on consomme de l'énergie et on consomme beaucoup d'énergie. Donc ça, il y a peut-être aussi un travail à faire
par soi-même sur ces aspects-là. L'empreinte environnementale du numérique est en effet assez élevée et en fait, ça se lie à travers les data centers qui sont en train de se développer, de s'hyper développer, qui sont devenus une nécessité, même sur des questions de souveraineté, hein, parce que c'est important que les États conservent les datas de leurs citoyens et en toute sécurité. C'est pas la peine de les donner aux voisins, enfin pas les voisins. Mais en l'occurrence, oui, sur l'évaluation d'impact, le premier rôle, c'est le rôle des ingénieurs. C'est-à-dire que les juristes et les investisseurs viennent quand même un peu après, mine de rien, et les évaluations sont avant tout techniques, quelle que soit la nature des impacts. Ce sont les ingénieurs, et c'est aussi beaucoup de ce qu'on appelle les sciences molles, hein, de manière assez maladroite, mais ce sont toutes les sciences humaines qui sont là aussi, comme la sociologie et toutes ces sciences humaines qui sont là pour apporter justement des éléments de mesure un peu parfois plus qualitatifs sur ces impacts positifs. Le préalable étant que les impacts négatifs ont été et doivent avoir été gérés préalablement. C'est un petit peu la base. Une autre question, peut-être ? Il y avait une remarque qui disait que les opérateurs français n'étaient pas assez présents sur les infrastructures plus sociales. On a parlé tout à l'heure des hôpitaux, mais là, on dit les logements, les équipements sociaux, et donc du coup, ils ne sont pas forcément gérés avec les mêmes exigences environnementales. Alors, il y a peut-être moins d'acteurs français internationaux qui opèrent sur le continent. Il y a peut-être des complexités supplémentaires. Moi, j'ai eu un exemple ici, justement, sur une PME française qu'on accompagne justement en Afrique de l'Ouest et qui a développé en fait une solution grâce à l'efficacité énergétique pour pouvoir justement construire des maisons abordables, des logements sociaux en fait à faible coût, parce que justement en utilisant notamment de la technologie Schneider Electric, donc ils ont réussi en fait à concevoir des logements sociaux qui vont être essentiellement construits avec des matériaux locaux, à part bien sûr les importations sur tout ce qui est matériel électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il n'y avait pas tellement d'intervenants sur ce créneau-là parce que ce n'était pas suffisamment rentable. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de ce développeur, c'est qu'ils ont utilisé justement l'efficacité énergétique pour pouvoir réduire les coûts, enfin, de travailler sur la réduction des coûts de fonctionnement en fait de ces logements et la standardisation en fait pour pouvoir en faire une offre qui, du coup, va contribuer. Enfin, ils sont en train de déployer plusieurs milliers de maisons et avec pas mal de contrats à venir en Afrique de l'Ouest. On va qu'on prenne le temps d'en parler ensemble. Il y a eu un autre exemple du côté du Club Abidjan Ville Durable, où ils ont, dans des logements justement très accessibles, on crée une pièce en plus. Tu vois pas, dis-le, si tu veux en parler. Oui, c'est une expérience, une proposition de maison qui se finance aussi grâce à une pièce en plus. Donc, en créant le lotissement, on crée aussi une activité sociale et économique parce que cette pièce en plus, elle peut accueillir une association à un endroit, accueillir un commerce dans un deuxième, accueillir un auto-entrepreneur, quelqu'un qui va réparer des choses. Comme un tiers-lieu. Troisième, accueillir des enfants, c'est une quatrième maison. Et en fait, donc, en plus, cette pièce supplémentaire, elle apporte des revenus à la famille qui est logée. Donc, à la fois, on crée un lotissement qui a toute une économie interne et puis où les gens peuvent accéder aussi à la propriété avec cette pièce en plus. Donc, c'est une jolie idée. Il y a plusieurs opérateurs français qui sont unis dans cette initiative. J'ai vu une vidéo sur Internet. Donc voilà, c'est typiquement un joli exemple, mais pour le coup d'innovation sociétale aussi. Parce que justement, on va chercher au-delà. Mais comme tout le monde un peu mute, les investisseurs font du conseil, la téléphonie fait venir chez les là. Enfin bon, tout va bien. C'est pas grave, tout le monde vient contribuer avec ses solutions. Une autre. Non, après, les autres remarques sont plutôt sur d'autres domaines, parce qu'aujourd'hui, on parle de la RSE dans les infrastructures, et il y en a qui disent, mais nous, on a du mal à financer des projets qui sont pourtant vertueux pour le climat, des projets agricoles, des projets comme la valorisation des résidus. Alors, une question de la salle, au fond, et je demanderai justement aux personnes de se présenter. Vous pouvez vous mettre debout. Bien sûr. Voilà. Bonjour, Emma Bina, étudiante en général de Paris Tech. J'ai une question par rapport justement à ce que vous étiez en train de dire et à la
à la part d'importance qu'a la décision, qu'a la partie environnementale, la partie sociale par rapport à la partie économique. Je sais bien qu'aujourd'hui, la partie économique, c'est toujours c'est un besoin pour les entreprises pour que le business model fonctionne. Mais quelle est l'importance justement des deux autres piliers du développement durable dans la décision d'investir dans un projet? Est-ce qu'aujourd'hui, le business model peut être faible avec avec une très forte part environnementale et sociale? Et est-ce que ça vaut d'investir dans le projet ou est-ce que c'est encore un peu faible? Moi, je peux peut-être répondre, en tout cas en ce qui concerne donc, une banque commerciale, privée comme la nôtre, effectivement, on est obligé de financer des projets qui sont rentables. Donc, il faut que le sous-jacent, en fait, soit un projet rentable, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément uniquement par la génération de revenus privés. Il peut y avoir justement d'autres éléments qui assurent la rentabilité du projet, comme par exemple des subventions qui sont fournies par des municipalités locales ou autres. Après, dans la décision, effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire justement, c'est quand on a des projets qui ne sont pas suffisamment rentables, c'est d'essayer de travailler avec le développeur pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de rentabilité, comment est-ce qu'on peut aider le porteur de projet à baisser les coûts. Et c'est là que la connectivité et les solutions digitales, en fait, ont eu un effet absolument phénoménal au cours des 5-10 dernières années pour réduire les coûts. Parce qu'en permettant de connecter plusieurs solutions, un projet qui intrinsèquement vise un impact, par exemple un projet d'électrification rurale qui n'est pas rentable en tant que tel que présenté parce que on n'est pas sûr qu'il y aura la demande suffisante ou la capacité de paiement des utilisateurs n'est pas très certaine non plus. En augmentant ce projet, en essayant de justement rajouter d'autres solutions qui vont être proposées à cette même population rurale qui a certes un faible pouvoir d'achat, mais qui a quand même un pouvoir d'achat. Donc, en se disant, tiens, comment est-ce qu'on peut apporter la connectivité? Comment est-ce qu'on peut apporter des solutions pour les agriculteurs pour qu'ils aient des meilleurs rendements? En fait, déjà, on peut potentiellement mutualiser des coûts, donc mutualiser des coûts de logistique sur l'infrastructure commune qui pourrait être mise en place, mutualiser des coûts aussi au niveau des OPEX. Donc, pendant la phase opérationnelle, finalement, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de la maintenance de plusieurs types d'infrastructures. Et surtout, on augmente la probabilité qu'il y aura effectivement ce développement économique résultant de l'accès à l'électricité, mais aussi avec les autres services qui ont été fournis. Et donc, on baisse l'incertitude sur justement la demande et la capacité de paiement des communautés qui sont visées par le projet. Donc ça reste quand même un pari au démarrage. Et donc, pour répondre à votre question, mais justement, de façon générale, les investisseurs privés ne vont investir que quand ils sont certains que la rentabilité sera bien au rendez-vous et en plus… La viabilité même. Voilà, la rentabilité, oui, viabilité, mais qui permet une rentabilité, qui permet d'avoir la rémunération qu'on attend du capital qui est investi. C'est bien une rentabilité. Oui, voilà. Il y a des RI dont on parle. Alors, il y a une attente. Pas juste récupérer le capital. Alors, vous avez des investisseurs comme Nico qui sont essentiellement à la recherche d'impact. Et c'est ce que j'allais dire. En fait, ça, c'est la norme. Et puis après, justement, à la marge, il y a des investisseurs qui sont impact first et qui, eux, veulent aussi la rentabilité, mais qui sont prêts à prendre plus de risques et à faire quelques concessions pour justement, dans une situation où l'impact est vraiment particulièrement important. Mais malheureusement, ça peut être que marginal. Donc, c'est un peu justement ce que fait mon équipe, et donc on n'est pas très nombreux par rapport à toute la taille de la Société Générale, pour justement essayer de prouver, donc faire des POC sur des projets, pour ensuite collecter la data qui permettra de dire, vous voyez, c'était pas si risqué que ça, on a bien eu la demande, cette garantie à première demande, elle a bien marché sur les first loss qui nous posaient problème. Et ensuite pouvoir le faire à grande échelle de façon, cette fois-ci, plus rentable. En tout cas, cette recherche d'impact, c'est un trend qui est véritablement en train de prendre. Ça, on le voit de par l'ensemble des initiatives et bon nombre d'acteurs qui s'investissent sur le sujet et qui vont chercher d'autres solutions d'ailleurs pour aller chercher d'autres types d'impact quand leur dispositif
où leurs obligations en interne ne répondent pas. Je pense spontanément au fonds de dotation que Mirova Forward, enfin, que Mirova a créé. Mirova est déjà un acteur dans la recherche d'impact, mais pour aller optimiser ou aller avoir toujours plus d'impact, c'est doter en plus d'un fonds de dotation pour financer les projets qui ne pouvaient pas rentrer dans les grilles de Mirova, qui dépendent de Natixis. Donc, vous voyez, c'est quand même une vraie recherche. Et puis, il y a de nouveaux acteurs qui émergent et qui arrivent à lever des fonds de manière assez colossale. Je pense notamment à Blue Lake Orange de Bertrand Badré, qui est pour le coup vraiment un investisseur à impact et qui justement est moins en attente en termes de rentabilité, même si en fait il y a une recherche d'équilibre, c'est un peu le minimum, et des acteurs comme Inco. C'est quand même un fonds impact, donc il a besoin. J'aime les termes, j'aime le choix des termes, parce qu'en fait, le terme de rentabilité. Je pense que derrière les termes, il ne faut pas mentir. Je pense qu'il y a quand même, tous les projets, en tous les cas, que nous, on a bâtis, et que ce soit en interne, notre comité d'investissement, ou que ce soit des financeurs externes, il y a un taux de rentabilité. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que pour les financements à impact, les organismes financiers acceptent un taux de rentabilité inférieur, voilà, au standard de leur vie. Et je pense que cette question-là, ça serait quand même le premier critère qu'on pourrait se poser, parce qu'effectivement, en acceptant une moins grande rentabilité moins forte, ou à plus long terme, ou plus de risques, effectivement, ou plus de risques, ça veut dire que quelque part, je vais pouvoir financer des projets qui auront certainement plus d'impact. Voilà, ou en tous les cas mettre plus d'argent dans ces projets. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore complètement le cas. Ça peine. Il y avait les People First PPP, par exemple, qui ont été promus par l'ONU il y a une petite année, qui sont pour le moment, on n'entend pas beaucoup parler, mais peut-être que le Covid n'a pas aidé non plus sur ces dimensions-là, mais il y avait cette orientation d'avoir des PPP qui soient orientés People First. Peut-être une réaction du côté d'Amel et Amélie. Quel team, quel duo, Amel et Amélie? Non, je confirme en fait. On peut pas, on est une entreprise commerciale, donc il faudrait pas dire n'importe quoi ou mentir. Il faut que le projet soit viable financièrement. Et puis après, en fait, on regarde aussi les autres impacts. Mais on ne prendra pas un projet qui n'est pas viable ou dans lequel on perd de l'argent parce qu'il a d'autres impacts. Dans ce cas-là, il passe dans une autre structure au sein de Schneider Electric qui est la fondation. Là, par contre, en fait, on a des actions, mais l'objectif de notre fondation, elle est pas commerciale. Donc, elle ne s'intéresse qu'à ces critères, qu'à ces impacts positifs, qu'ils soient sociétaux ou environnementaux. Mais dans l'opérationnel, on regarde la profitabilité financière, bien évidemment. Et du côté de la BAD, est-ce que la BAD a une fondation? Non, je rigole, mais en l'occurrence… Non, merci beaucoup pour vos contributions. En effet, j'ai travaillé longtemps dans le secteur privé, donc on est bien conscient que justement pour les entreprises du privé, cette notion de profitabilité, elle est très importante. C'est vrai que nous, historiquement, le reproche aussi qu'on peut nous faire, on a vraiment l'habitude de financer des projets qui peuvent être considérés comme absolument pas rentables, parce qu'on travaille sur des problématiques d'intégration, que c'est souvent des projets publics qui sont pour vraiment les nécessités premières des populations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, les pays se retrouvent aussi dans des situations, comme j'en parlais tout à l'heure, de limites de financement qui, justement, nous poussent à pouvoir aussi trouver peut-être un terrain un peu au milieu de ces deux approches, de pouvoir trouver justement des projets qui intéresseraient le secteur privé et qui seraient à la fois bénéfiques pour les populations, mais aussi effectivement rentables pour le secteur privé. Aujourd'hui, on travaille sur pas mal d'initiatives et comme je le disais, on est en train de finaliser la framework sur les partenariats publics-privés qui va peut-être apporter un peu plus de flexibilité dans le choix des projets qu'on peut avoir de manière à avoir un peu plus d'impact. Alors, on avait deux questions de la salle. Monsieur, c'est pas tout à fait une question, c'est juste pour répondre sur le fond. On ne peut pas financer des projets qui sont à perte, de toute façon, que ce soit public ou privé, et particulièrement sur les infrastructures, parce qu'autrement, on ne peut pas les entretenir. Et ça, c'est évident. Enfin, j'ai passé suffisamment de temps en Afrique pour constater que malheureusement, il y a énormément d'investissements qui ont eu lieu
et qui n'ont pas pu donner les résultats escomptés parce que ils étaient mal conçus au départ, mal financés ensuite. Bon. Alors après, sur les questions de rentabilité, c'est d'autres choses. Mais j'ai pas c'était juste pour dire d'aller dans le sens que vous disiez, mais c'est pas uniquement un problème de rentabilité, il faut que le projet soit viable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le terme de viabilité versus rentabilité, parce qu'en effet, il faut les deux. Il faut les deux, et le terme de rentabilité a toujours été un peu connoté. Et voilà, parce que c'est le cas. Mais... Alors, je vais prendre la deuxième question, pardon. Madame, vous avez une... Non, c'était d'accord. Bon, bah alors une question. Et toi? Alors, une question assez simple, et un petit peu de néophyte. Cette notion d'impact est-elle, en gros, réservée aux pays en voie de développement ou à revenu intermédiaire, ou est-ce qu'elle s'applique aussi fortement dans les pays riches ou hyper développés? La seconde jambe européenne, française européenne, mais en effet, l'impact est aussi recherché, mais il est beaucoup moins, comment dire, porté sur la place publique en Europe et d'une manière générale dans les pays de l'OCDE. Si on reprend l'exemple d'INCO, ils ont commencé en étant finalement des investisseurs dans l'économie sociale et solidaire. D'accord? Et c'est là que les bridges se font, les ponts se font entre les différentes notions, les différents acteurs. Et sa première préoccupation a été d'investir et de gérer une prison en Californie. Donc, il y a cette recherche d'impact de la même manière, parce qu'en fait, si on tire le fil de l'impact, très rapidement, on accroche tout ça aux ODD qui sont la boussole partagée. Mais le terme d'impact, en effet, il est, comment dire, très utilisé pour tout ce qui est de l'ordre des pays en développement, entre guillemets, je ne sais plus quel est le wording actuellement, et dans le tropisme franco-européen, on suit beaucoup plus l'Afrique, en effet, que l'Asie et l'Amérique latine, mais il y a la même dynamique de recherche d'impact. Je pensais à la France. Et en France aussi. En France aussi. Mais après, partout où il y a un gap, en fait, partout où il y a un déficit entre la situation réelle et les objectifs de développement durable sur les 17 objectifs, en fait, il y a un besoin de fournir une solution. Et souvent, si ce marché n'est pas déjà adressé par des entreprises ou d'autres fournisseurs de solutions, n'importe quelle entreprise qui vient pour résoudre ce problème peut clairement dire qu'elle a de l'impact, en fait, puisqu'elle a réussi à combler ce déficit. Et ça peut être dans tous les pays. Aux États-Unis, discutant avec une start-up qui fournit justement des panneaux pour créer de l'eau à partir de la condensation de l'eau qui est dans l'air. En fait, ils ont développé leur business aux États-Unis, où il y a je ne sais plus combien de dizaines de millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc là, ils voulaient se développer en Afrique. C'est une très bonne idée, mais je pensais qu'ils auraient commencé leur business en fait dans des pays finalement avec moins d'infrastructures. Mais en fait, des fois, les déficits ne sont pas forcément là où on les attend. Sur les États-Unis, les infrastructures. Oui, on sait que c'est pas très bon, mais bon, je pensais que l'eau potable, c'était quand même là, mais non. Et si je peux me permettre, pour rebondir effectivement sur l'excellente question, est-ce que c'est sur les pays en développement ou aussi dans les pays développés ou en Europe? Je pense, personnellement, je m'attends à voir un boom du terme impact chez les investisseurs, chez les asset managers, parce qu'on a une réglementation qui est arrivée cette année, un paquet de finances européens qui, depuis 2019, détaille un certain nombre de sujets. La première réglementation qui est entrée en vigueur, ça s'appelle SFDR. C'est une réglementation qui vise à augmenter la transparence, à standardiser la communication des investisseurs, des asset managers, sur leur activité environnementale et sociale. Donc, du coup, cette réglementation a fait quoi? Elle a dit, dites-nous si vos activités sont non environnementales et sociales, un petit peu environnementales et sociales ou très environnementales et sociales, en synthèse. Et pour tous ceux qui vont dire, on a une activité très environnementale et sociale, on constate que le terme impact revient, même s'il n'était pas vraiment dans la réglementation, dans la directive européenne. On se rend compte que finalement, tout le monde se rabat sur ce terme impact en Europe pour justifier d'une forte activité environnementale et sociale. Donc, à cause de la réglementation, qui est un facteur clé dont on n'a pas parlé, les asset managers rebasculent un petit peu depuis le début de l'année sur le terme impact et on va en voir, à mon avis, dans tous les sens pendant les années à venir jusqu'à ce que ça soit standardisé en Europe.
Oui, mais c'est un peu ça. Il y a un gros risque d'impact washing, en fait, parce que c'est pas parce qu'on fait ce qu'il faut pour bien manager les risques environnementaux et sociaux qu'on a de l'impact, en fait. Hein. L'impact porte sur les… Et on retombe sur la question de la mesure, de la standardisation de la mesure et de la communication sur les résultats. Parce qu'en effet, si ce n'est pas coordonné, sur le fond, tout le monde a de l'impact, et tout le monde peut s'en prévaloir, mais à juste titre ou pas. Vous avez une question? Oui, juste une question et réflexion en même temps, mais c'est la question à venir. On parle d'impact, mais vous savez tous que vos financements, vous attendez à tout ce que vous voulez. Mais il faut des compétences. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de compétences, surtout au niveau Bac plus 2, technicien, ainsi de suite. On a des compétences de Bac plus 5 qu'on en trouve. Je ne me suis pas présenté, Patrick Actor, Alexandre aux Afrique Search, donc on fait du conseil en ressources humaines et du recrutement. Donc, je me demande si on commence par les projets qu'on veut, tous les projets, si on n'a pas de compétences formées, à un moment donné, les projets ne réussissent pas. Et c'est ça un des problèmes de l'Afrique. C'est ma question est, votre impact, ce que vous cherchez comme impact, est-ce qu'en premier, ce n'est pas sur la notion de formation que vous devez mettre l'accent. Sinon, c'est faire plaisir à Orange et à la Société Générale. C'est un des facteurs clés de succès, justement, que j'avais étudié. Alors, Simplon, c'est du digital. Il faut faire attention aussi. La multiplication des écoles digitales où on apprend à tout le monde à coder, c'est une chose. Là, on parle d'infrastructure. Les infrastructures, c'est les techniciens d'intervention qui vont. C'est des gens qui vont soulever de la fibre, qui vont creuser des trous et qui vont faire en sorte que le signal soit continu de bout en bout, qu'ils sachent opérer des systèmes télécoms. Ce n'est pas des longues formations, parce qu'en France, aujourd'hui, le problème de ressources, on l'a aussi en France, parce que pour déployer la fibre partout en France, il a fallu reformer des gens, parce que le dernier réseau télécom qu'on avait vraiment déployé, c'est dans les années 70, là, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, tous ces systèmes de formation, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de dire, quand on va monter un projet en Afrique, on prend globalement le contenu de formation, parce que fibré, c'est quand même un peu partout pareil. Donc, ce qui est bien, c'est que le contenu, on l'a à peu près, et on apporte ces formations avec nous sur les projets. Mais la difficulté en Afrique, c'est que les États, les gouvernements sont démissionnaires sur certaines parties. Donc, je pense que c'est dans vos projets, à mon avis, que vous pouvez aussi soutenir cette carence des États qui sont incapables d'apporter ce type de formation. Je crois que les acteurs en tout cas du Nord, les acteurs du Nord de l'OCDE et qui sont très dans l'engagement sociétal, au-delà de la responsabilité sociétale, le font, et d'ailleurs le CIAN le fait lui-même, puisque on porte un projet qui s'appelle Archipelago, qui est déployé sur bon nombre de pays du continent, notamment francophones, de manière très claire, avec d'autres acteurs, notamment comme la CPC-CAF, et qui accompagnent dans une formation de techniciens sur quasiment tous les sujets, de la métallurgie, de la boucherie, et il y a pas mal de passerelles qui sont créées, qui sont faites entre justement les acteurs économiques privés qui sont parfaitement conscients du fait qu'il y a besoin de former des techniciens pour garantir la maintenance et assurer la viabilité, la durabilité, et donc la viabilité. C'est aussi la rentabilité. Et peut-être pour compléter, effectivement, il faut des formations opérationnelles pour la construction et la maintenance, pour qu'effectivement on ait bien les impacts pendant toute la durée de vie de l'infrastructure, qui souvent est très très longue. Mais même en amont de cela, en fait, justement, parce que ce dont on se plaint beaucoup finalement en Afrique, c'est de ne pas trouver suffisamment de projets bien conçus, bancables justement, et qui sortent suffisamment rapidement. En fait, voilà, moi, mes collègues des financements de projets, ils disent, mais j'aimerais bien en faire plus, moi, des centrales solaires et des ponts et des routes, etc. Et donc, du coup, là où il y a besoin de formation aussi, c'est au niveau des fonctionnaires et des personnes qui sont dans les ministères des Finances, dans les ministères de l'Infrastructure, en charge de la conception des projets et du management de toute la phase jusqu'au moment où ça va être ensuite pris en charge par le secteur public. C'est peut-être l'occasion de parler. Et voilà, et dans ce contexte, je suis contente de pouvoir mentionner qu'il y a une initiative qui a été prise, justement, qui a été lancée par Meridiam, le Global Infrastructure Hub et le World Economic Forum, et duquel cette initiative s'appelle Africa Infrastructure Fellowship Programme, AIFP, et dont la Société Générale est partenaire, et qui consiste justement, donc c'est seulement en deuxième année qu'on le fait,
à accueillir en fait des cohortes qu'on appelle de fellows, qui sont donc des représentants de ministères de différents pays africains. Donc cette année, il y en a 23. Dont 3-4 dans la salle. Hein. Voilà. Voilà. Dire. Très bien, super. Et donc, l'idée, c'est justement de refaire un programme sur mesure pour à la fois avoir un contenu académique et des stages d'immersion professionnelle chez des partenaires privés pour essayer au maximum de partager notre expérience et qui voient l'autre côté du décor. En fait, qu'est-ce qui fait qu'une banque va être content de financer tel ou tel projet? Qu'est-ce qui fait qu'on aura les bons critères pour le financement? On échange là-dessus et ensuite l'objectif c'est évidemment qu'ils repartent pour utiliser ce qu'ils ont acquis et qu'on ait des projets mieux conçus qui soient managés de façon plus efficace et donc plus d'impact in fine. Donc ça c'est un projet qu'on est très content de soutenir et qu'on fait d'ailleurs un appel à d'autres partenaires qui souhaiteraient rejoindre et Victoria est représentante de l'AFP donc qui est dans la salle avec nous aujourd'hui. Ça fait partie des projets portés par Thierry Déo, le fondateur de Meridiam, qui pour le coup est vraiment aussi un investisseur à impact, équivalent quasiment à Blue Lake Orange ou encore, j'oublie, mais c'est pas grave, Inco, et qui porte beaucoup ces sujets, puisque comme il préside Finance for Tomorrow, qui est la place de Paris sur la finance de demain, il est en train de transformer la place aussi de ce côté-là, en y intégrant l'impact, en partenariat avec Olivia Grégoire, en l'occurrence. Et si tu veux avoir une visibilité, Étienne, sur toutes ces dynamiques d'impact, il y a une plateforme qui s'appelle impact.gouv, qui recense justement tous les acteurs qui s'engagent dans l'impact. Après, on va retomber sur la question de la mesure, mais il est déjà 18h54 et comme on n'a pas… Dernière question. En fait, c'était sur la mesure. Mais la mesure, il faut un sommet de 3 jours sur le sujet, on n'arrivera jamais au bout. Mais c'est vrai que la question, c'est la mesure. Il y a quand même quelques indicateurs clés sur lesquels il y aurait un consensus. On va faire le petit point sur la réglementation et sur le SFDR déjà. Historiquement, il y a beaucoup d'initiatives. Historiquement, la réponse, elle est simple, c'est non. Il n'y a pas l'équivalent de l'IFRS. En gros, on a d'un côté la comptabilité financière, de l'autre côté, pas de comptabilité environnementale ou sociale. En tout cas, on a des initiatives, des définitions, mais pas de termes clairs. Par exemple, un indicateur aussi simple et aussi basique que le nombre d'employés, on n'a pas forcément une définition claire. Est-ce qu'on prend des temps pleins, des CDI, des CDD, etc., etc. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Donc, la question, elle est clé. C'est en cours de standardisation. Bon an, mal an, on se dirige vers une harmonisation des pratiques. Il y a des initiatives très intéressantes comme ce qui est fait en ce moment. On retombe sur l'Union européenne et le paquet de finances durables, mais parce que c'est l'endroit le plus innovant du monde en ce moment, en attendant l'arrivée des États-Unis, de la Chine qui se positionne aussi. On a une taxonomie européenne des activités vertes qu'on combine avec une réglementation sur la transparence avec certains indicateurs pour les investisseurs, qui est SFDR, dont je parlais tout à l'heure, SFDR. On aura bientôt cette taxonomie verte qui sera terminée. On va avoir aussi une taxonomie des activités sociales qui va venir dans quelques années. Donc, en mélangeant des obligations de transparence avec certains indicateurs et des taxonomies qui sont en fait des référentiels, des définitions de ce qui est vert, de ce qui est social, en mélangeant tout ça, on va avoir en Europe, quelque part, les premiers indicateurs standardisés sur la performance environnementale et sociale. Et en plus, on va largement demander à ce que ces indicateurs soient audités. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais on pourra en parler des heures, mais c'est très clair, c'est que les données financières sont généralement auditées, les données non financières ou environnementales et sociales ne le sont pas. Donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Les entreprises, les plus grandes entreprises seulement jusqu'ici ont été soumises, Société Générale, notamment sur le programme Growth Africa, Schneider ou Orange ont l'habitude de se faire auditer sur leurs données environnementales et sociales, mais les investisseurs, les asset managers, pas trop. Donc, en plus d'avoir un cadre réglementaire qui se met en place et une émergence d'indicateurs clés standardisés, on a en plus, je pense, un effort sur la fiabilité des données, la crédibilité. Et c'est ça aussi qui fera venir de l'argent vers les investissements impact, parce que les investisseurs, ceux qui possèdent l'argent, sauront qu'on a des initiatives crédibles en face, avec des vrais impacts mesurables et réels. Sur le continent, ce qui avance le plus, c'est l'OADA sur le sujet, avec une note 35 qui pose les bases du reporting extra-financier pour l'Afrique et pour les entreprises de plus de 250 personnes. Donc, j'allais dire que c'est une petite révolution, mais non, parce que ça fait 3 ans
que ce texte a été adopté. En revanche, il est pas partagé. Alors, il n'est pas partagé, il n'y a pas de communication faite dessus, il n'y a pas d'ampliation, il n'y a pas d'information. Peut-être parce que c'est compliqué, hein, je ne veux pas ouvrir le sujet, mais en l'occurrence, c'est un véritable enjeu et c'est justement la base qui doit permettre de déterminer le nombre de collaborateurs, sachant que le nombre de collaborateurs en Afrique à identifier avec toute l'économie informelle, c'est compliqué, non, mais ça comprend aussi les émissions de gaz à effet de serre, les enjeux de genre, de diversité, les accords syndicaux, ce genre de choses. Bon. Mais le texte, bizarrement, circule peu. Vous pouvez le retrouver sur certains ministères des Finances qui sont plus ou moins à la pointe, mais même le libellé du PDF n'est pas explicite. Tu vas nous le donner. Oui, voilà. Je pense que ce sera surtout l'objet d'une prochaine session. En fait. Je pourrais le faire circuler, bien évidemment, dans le groupe, mais ce sera l'organisation d'une session spécifique pour le SIA. Si je trouve des intervenants, parce que bizarrement, il n'y a pas non plus beaucoup d'intervenants qui se pressent sur le sujet. Il rendrait obligatoire une déclaration de performance extra-financière par pays sur l'ensemble des pays de l'ONA. Donc derrière, pour un groupe comme Orange, ça devrait... c'est 17 rapports d'activité. Oui, c'est un travail. Ça fait un peu de travail, mais ceci dit, les datas, on les a. Hein. Bon, pas toujours. Mais en tout cas, le mieux qu'il puisse être. Et bizarrement, cette obligation n'est pas du tout respectée. Et on ne trouve pas de traces dans les rapports d'entreprise de cette fiche 35. Bon, mais Orange, en revanche, a fait son premier rapport d'activité en Côte d'Ivoire. Mais je pense rapport RSE. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on mélange, c'est les investissements à impact et les obligations RSE des entreprises qui sont très, très différentes. Ce sera une autre session aussi. Voilà, oui, parce qu'on a atteint la limite. Non, presque, 59. Voilà. Il reste une question quand même. Levez-vous, présentez-vous, surtout n'hésitez pas à dire. Je travaille pour le salon de Police Expo. D'ailleurs, on a eu l'occasion avec M. Gage de travailler ensemble sur la partie Afrique. On a eu une quinzaine de délégations qui sont arrivées un peu de partout. Et ma question, elle est peut-être assez naïve, mais comment vous sourcez les villes ou les acteurs privés qui ont des besoins? Parce que on les a accueillis. Il y a pas mal de villes, d'ailleurs, la ville minière de Kolwezi, la région de Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, s'est déplacée sur Innopolis pour venir rencontrer les financeurs, les partenaires techniques, parce que la ville est en plein boom. On a accueilli l'ambassade du Cameroun et plusieurs autres, il y en a eu une quinzaine. Et je me demandais juste comment vous les sourcez, parce qu'il semblait que ces gens-là n'avaient pas accès à l'information, n'étaient pas en contact directement avec vous tous, parce que d'ailleurs, je vous invite tous sur Innopolis Expo le 21 septembre. Il est 19h01, donc la question étant posée, on va tâcher de rapidement y répondre, peut-être pour la BAD, on ne veut pas vous pour porter la responsabilité de la réponse, mais une contribution peut-être avant la phase de clôture. La question, c'est le sourcing projet. Le sourcing des projets. Comment se fait le sourcing projet? Bon. Rapidement, en fait, c'est vraiment, il y a plein de sources différentes. Hein. Nous, on a une présence locale en Afrique, donc clairement, via notre présence locale, des clients, non-clients qui approchent les agences de la Société Générale, via nos clients étrangers qui soit exportent des équipements, soit sont leads sur des projets, via des partenaires type banque de développement qui justement cherchent à travailler aussi avec les banques commerciales. Donc en fait, c'est assez… c'est un mix varié, diversifié, mais sur les projets d'infrastructure, ce sont essentiellement les États qui portent notamment des plans nationaux de développement et qui font le travail d'identification, non pas des projets, mais des besoins, pour ensuite mettre en œuvre les études de faisabilité qui permettent de répondre à une attente et derrière de présenter ces projets aux investisseurs publics-privés ou aux opérateurs publics-privés
qui souhaitent s'engager et investir et opérer. Et je pense que la différence que j'ai vue dans le domaine digital, c'est que les projets en Afrique sont principalement portés par les États, alors qu'en Europe, ils sont principalement portés par des collectivités locales. Et effectivement, cette notion de décentralisation, en tous les cas dans le digital, elle est marquante en Afrique. C'est vraiment les États et c'est moins les collectivités locales. Voilà. Donc, est-ce que, après, dans l'organisation politique, ça joue, mais en tout cas, c'est peut-être plus compliqué. C'est vrai que les financements, ils sont souvent dans les capitales. Et la problématique des municipalités, justement, en Afrique, c'est, après, c'est le risque de crédit, en fait. C'est que systématiquement, on va vouloir essayer de trouver une atténuation, en fait, du risque de crédit sur municipalité. Donc, il y a des solutions qui existent, et notamment avec les multilatéraux, etc. Mais c'est plus compliqué que de faire un projet où, finalement, avec les systèmes de risque souverain, ça rentre plus dans les cases. Donc, nous, on essaie effectivement de travailler là-dessus, mais on n'est pas encore au point. On va pas tarder à la clôture et les intervenants qui ont des obligations peuvent partir rapidement, mais juste pour conclure, parmi les plus grandes avancées sur le sujet, c'est du côté du Forum mondial de l'eau et du secteur de l'eau qu'il faut aller les regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, très rapidement, les grands bailleurs de fonds se sont rendus compte que l'argent alloué aux États ne redescendait pas au niveau des territoires. Or, ce sont les territoires qui gèrent véritablement l'eau. Les autres infrastructures aussi, au bout du compte, elles sont très impliquées. Mais sur la question de l'eau, il y a beaucoup de nécessité de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs, en amont, dans le versant, en amont et en aval, beaucoup d'enjeux extraterritoriaux, de conflits de territorialité, puisqu'il peut y avoir 2, voire plusieurs pays qui sont sur le même fleuve et donc qui sont tous interdépendants sur ces sujets. Et il y a eu de belles avancées en la matière de ce côté-là. Je vous donne rendez-vous, moi, pour le coup, non pas à Innopolis, même si on y sera peut-être, mais au Forum mondial de l'eau de Dakar, en mars prochain, qui devrait être une très belle séquence sur le sujet. S'il n'y a plus de questions, et parce qu'on a éclusé le temps… Ou parce qu'il y a encore beaucoup de questions, mais qui sont des sous-questions qu'on traitera aussi à d'autres moments. Je vous donne rendez-vous, du coup, à une prochaine commission RSE du CIAM, probablement sur les reporting financiers, potentiellement autour des initiatives de stratégie RSE du groupe Orange, potentiellement sur la loi sur le devoir de vigilance européen, puisque ça va avoir une incidence. Je tiens surtout à remercier nos différents panélistes, Amel de Schneider Electric, évidemment, Amélie de la Banque africaine de développement, Marie-Aimée, ça y est, je n'ai plus de voix, c'est fini, c'est parce que je ne passe ce rôle d'animateur. Marie-Aimée pour la Société Générale, Raphaël pour Amétis et Marianne pour Orange, ainsi que, évidemment, Luciane, Étienne et Sandrine, l'ensemble de ces organisations. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je peux le dire.